Mes parents ont coupé mes vivres pour que je m'excuse. J'ai dit d'accord, prêt pour la Sorbonne. Mon frère a blêmi, déiesse-moi que tu ne l'aies pas envoyé. Le sourire de mon père s'est figé. La panique commence. Le matin de Noël, je me tiens dans ma chambre d'enfant, entouré de cartons emballés, observant le visage de mon père se vider de toute couleur alors qu'il lit quelque chose sur son téléphone. Ma mère s'agrippe au bras de mon frère Thomas pendant qu'il murmure désespérément des stratégies pour limiter les dégâts. La lettre d'acceptation de l'université de la Sorbonne est bien en évidence sur mon bureau, à côté d'un email de confirmation imprimé. 24 heures plus tôt, mes parents ont menacé de mettre fin à mes études si je ne m'excusais pas auprès de Thomas pour avoir révélé sa tricherie académique. J'avais simplement souri et dit « d'accord ». Maintenant, ma famille réalise qu'elle a gravement sous-estimé sa fille prétendument obéissante. Je m'appelle Camille, et jusqu'à il y a 3 jours, je croyais que mon frère Thomas était un demi-dieu. À 25 ans, il était diplômé de la faculté de médecine de l'université de Paris-Cité avec la mention très bien et les félicitations du jury, et il terminait son internat à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pendant ce temps, je n'étais qu'une étudiante de 3e année à l'université de notre ville, luttant pour obtenir ma licence de biochimie pendant que mes parents me rappelaient constamment que je ne pourrais jamais être à la hauteur de leur fils prodige. La dynamique de notre foyer était gravée dans la pierre depuis l'enfance. Thomas recevait les éloges, le soutien financier et la conviction inébranlable qu'il ne pouvait rien faire de mal. Je recevais les restes d'attention et les comparaisons constantes qui me laissaient un sentiment d'inadéquation. Quand Thomas a remporté le concours scientifique régional au lycée, nos parents lui ont organisé un dîner de célébration. Quand je suis arrivé 2e dans la même compétition 2 ans plus tard, ils l'ont brièvement mentionné autour d'une pizza à emporter. Mais tout a changé 3 nuits avant Noël, alors que je travaillais tard à la bibliothèque universitaire pour terminer mon mémoire de licence sur les mécanismes de la synthèse des protéines. J'avais fait des recherches pendant des mois, développant des idées novatrices sur la régénération cellulaire que même mes professeurs trouvaient impressionnantes. En parcourant les publications médicales récentes pour m'assurer que mon travail était original, je suis tombé sur quelque chose qui m'a noué l'estomac. Publié dans la revue de recherche médicale sous le nom de Thomas, se trouvait une section entière de mon mémoire. Mot pour mot. Pas des concepts similaires ou une pensée parallèle, mais mes phrases exactes, ma méthodologie précise, mes conclusions originales sur les interactions enzymatiques. La date de publication était d'il y a 6 mois, ce qui signifiait que Thomas avait d'une manière ou d'une autre accédé à mon travail avant même que je ne l'ai soumis à mon directeur de recherche. Les mains tremblantes, j'ai creusé davantage. Plus je cherchais, plus j'étais horrifié. Le prétendu article de recherche révolutionnaire de Thomas qui lui avait valu une bourse prestigieuse contenait 3 pages complètes de mon travail de licence. Les voies de synthèse des protéines que j'avais passé d'innombrables nuits à cartographier étaient maintenant attribuées à mon frère, lui valant une reconnaissance professionnelle alors que je luttais dans l'obscurité. J'ai tout imprimé, mon esprit tournant à toute vitesse en réalisant les implications. Si Thomas volait mon travail actuel, quoi d'autre avait-il pris à son compte? Au fil des ans, je me suis souvenu de son amélioration académique soudaine au lycée. Sa mystérieuse capacité à produire des projets scientifiques brillants malgré le fait qu'il passait la plupart de son temps à jouer aux jeux vidéo. Le lendemain matin, j'ai confronté Thomas en privé dans sa chambre d'enfant, maintenant transformée en un sanctuaire à ses réussites. Des revues médicales, des diplômes encadrés et des récompenses couvraient chaque surface. J'ai posé les preuves sur son bureau, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Nous devons parler de ta publication dans la revue de recherche médicale, ai-je dit, en montrant les sections surlignées. C'est mon travail, Thomas. Mon mémoire, mes recherches, mes mots. Thomas a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi, et a ri. Il a vraiment ri. Camille, tu es ridicule. La recherche s'appuie tout le temps sur des travaux antérieurs. De plus, personne ne va croire que tu as trouvé ça en premier. C'est moi qui ai le diplôme d'une grande faculté de médecine et la carrière qui va avec. J'ai l'horodatage sur tous mes fichiers, ai-je continué en sortant mon ordinateur portable. Des brouillons de mai, des historiques de documents, tout ce qui prouve que j'ai écrit ça des mois avant ta date de publication. Tu as accédé d'une manière ou d'une autre à mon compte universitaire et tu as volé mon travail. Son rire s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus froid. Écoute, petite sœur, tu es clairement jalouse de mon succès. C'est triste, vraiment. Peut-être que tu devrais te concentrer sur tes propres réussites médiocres au lieu d'essayer de saboter les miennes. Et si tu penses apporter des accusations,
souviens-toi que je suis sur le point de devenir médecin alors que tu galères encore en licence. Qui penses-tu que les gens vont croire? La cruauté désinvolte dans sa voix m'a frappé comme un coup physique. C'était mon frère, la personne que j'avais admirée toute ma vie, rejetant non seulement mon travail, mais ma valeur en tant qu'être humain. Il s'est adossé à sa chaise, confiant dans sa supériorité. D'ailleurs, a-t-il ajouté, si tu me crées des problèmes, je dirai juste à maman et papa que tu fais une sorte de dépression nerveuse. Ils pensent déjà que tu es instable par rapport à moi. Un mot de ma part sur ton état mental, et ils t'enverront en thérapie plus vite que tu ne peux dire plagiat. Je suis resté là, absorbant ces paroles, sentant des pans de ma vision du monde s'effondrer. Le frère que j'avais admiré n'était pas seulement un imposteur, mais il était prêt à me détruire pour protéger ses mensonges. Les parents qui m'avaient élevé étaient si aveuglés par le favoritisme qu'ils croiraient sa parole plutôt que des preuves. Ce soir-là, lors de notre traditionnel dîner de réveillon de Noël avec les oncles, tantes et grands-parents, j'ai pris ma décision. Thomas régalait tout le monde avec des histoires de son internat, se délectant de leur admiration et de leur louange. Mes parents rayonnaient de fierté, me jetant parfois des regards qui communiquaient clairement leur déception d'avoir une fille si peu remarquable. La recherche de Thomas est envisagée pour une publication dans une autre revue prestigieuse, a annoncé ma mère à table. L'administration de l'hôpital dit que son travail sur la synthèse des protéines pourrait révolutionner les protocoles de traitement. La synthèse des protéines. Mon travail. Mes découvertes. Mon avenir. Je me suis éclairci la gorge et me suis levé. En fait, j'aimerais partager quelque chose à propos de la recherche de Thomas. J'avais préparé des copies de toutes les preuves, les organisant professionnellement avec des comparaisons surlignées et des horodatages. Le travail révolutionnaire de Thomas sur la synthèse des protéines est remarquable parce qu'il est identique à mon mémoire de licence, que j'ai écrit 6 mois avant sa publication. Un silence de mort s'est abattu sur la table. J'ai distribué les dossiers de preuves, observant les membres de ma famille examiner les comparaisons côte à côte. Les similitudes étaient indéniables, jusqu'à la terminologie technique spécifique que seul j'avais développée. Le visage de Thomas est passé par la surprise, la colère et le calcul avant de se fixer sur une innocence blessée. Je n'arrive pas à y croire, a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. Ma propre sœur est si jalouse de mon succès qu'elle fabrique des preuves pour essayer de détruire ma carrière. C'est exactement ce qui m'inquiétait. Camille a des difficultés académiques et sociales, et je pense que le stress affecte sa santé mentale. Il s'est tourné vers nos parents, des larmes se formant dans ses yeux. J'ai essayé de l'aider, de l'encourager à consulter, mais au lieu de cela, elle a créé cette fiction élaborée où j'aurais volé son travail. C'est déchirant de voir ma petite sœur aussi délirante. Ma mère s'est immédiatement déplacée pour réconforter Thomas tandis que l'expression de mon père se durcissait en me regardant. Les preuves étaient là sur la table, claires et indéniables, mais il choisissait déjà de croire la performance de Thomas plutôt que des faits documentés. Camille Marie Leroy, a dit mon père, utilisant mon nom complet sur le ton qui m'avait terrifié dans mon enfance. Je suis dégoûté par ce comportement. Ton frère a travaillé incroyablement dur pour construire sa carrière et au lieu de le soutenir, tu essaies de le démolir avec des mensonges et des fabrications. Papa, regarde les preuves, les horodatages, les historiques de documents. Assez, a-t-il hurlé. Thomas est diplômé d'une grande faculté parisienne et termine son internat. Tu es une étudiante de licence qui a du mal et qui ne supporte clairement pas le succès de son frère. Cette jalousie et ces fausses accusations s'arrêtent maintenant. Ma mère a hoché la tête, son bras autour des épaules de Thomas. Chérie, nous t'aimons, mais ce comportement est inacceptable. Thomas a mérité tout ce qu'il a accompli par son travail acharné et son génie. Ces théories du complot doivent cesser. La famille élargie s'est agitée, mal à l'aise, ne sachant pas s'il fallait examiner les preuves ou suivre l'exemple de mes parents. Mon grand-père a pris l'un des dossiers de preuves, sa formation d'ingénieur le rendant naturellement enclin à la documentation. Mais mon père est rapidement intervenu. Nous n'allons pas entretenir ces délires, a annoncé papa. Camille, tu vas t'excuser immédiatement auprès de Thomas pour ces fausses accusations, ou nous cesserons de payer tes frais de scolarité et tes dépenses courantes. Tes études sont un privilège que nous t'offrons, et nous ne financerons pas quelqu'un qui attaque notre famille avec des mensonges. L'ultimatum flottait dans l'air comme un gaz toxique. Thomas me regardait avec un mélange de triomphe et d'inquiétude feinte, déjà confiant dans sa victoire. Mes parents se tenaient unis dans leurs menaces, prêts à détruire mon avenir éducatif pour protéger les mensonges de leur enfant chéri.
J'ai regardé autour de la table ma famille élargie, voyant l'incertitude sur certains visages et la déception sur d'autres. Les preuves étaient là, claires comme le jour, mais la dynamique familiale et la manipulation de Thomas avaient créé une réalité où la vérité comptait moins que la préservation de leur image de perfection. Eh bien ? A exigé ma mère. Nous attendons tes excuses. J'ai senti quelque chose changer en moi, un moment de compréhension limpide. Ces gens ne verraient jamais les défauts de Thomas ni ne reconnaîtraient ma valeur. Je pouvais m'excuser, me soumettre à leur manipulation et passer le reste de ma vie dans l'ombre de Thomas, ou je pouvais choisir une autre voie. J'ai souri, un vrai sourire pour la première fois depuis des mois. D'accord, ai-je dit simplement. Puis je suis monté dans ma chambre, les laissant interpréter ces deux mots comme ils le voulaient. Derrière moi, j'ai entendu Thomas commencer une autre performance sur le pardon et la guérison familiale, confiant d'avoir gagné. Mes parents étaient probablement déjà en train de planifier comment tourner cette histoire pour se faire passer pour des gardiens patients et aimants face à un enfant à problème. Mais alors que je fermais la porte de ma chambre et que je sortais mon ordinateur portable, je planifiais quelque chose de tout à fait différent. Ce que ma famille ne savait pas, alors qu'elle célébrait la victoire de Thomas en bas, c'est que j'enquêtais sur la fraude académique de mon frère depuis 6 mois. Le vol de la synthèse des protéines n'était pas ma première découverte. C'était simplement la dernière pièce du puzzle dont j'avais besoin pour compléter mon dossier. Mes soupçons ont commencé pendant les vacances de la Toussaint, lorsque Thomas a mentionné nonchalamment que son projet de concours scientifique du lycée avait été cité dans une revue médicale. Je me souvenais de ce projet principalement parce que je l'avais aidé avec la recherche initiale quand j'étais juste en seconde. Plus tard, seul dans ma chambre d'étudiante, j'ai cherché la référence de la revue et j'ai trouvé quelque chose de troublant. La méthodologie que Thomas avait utilisée était remarquablement similaire à un article publié par un doctorant de l'université de Strasbourg 2 semaines avant la date limite de soumission de notre concours scientifique. Cette découverte m'a entraîné dans un tourbillon d'investigation qui a consumé mes vacances d'hiver et d'innombrables heures à la bibliothèque. J'ai examiné systématiquement chaque réussite académique majeure que Thomas avait revendiquée depuis le lycée, en recoupant son travail avec des recherches publiées, des bases de données d'étudiants et des archives académiques en ligne. Ce que j'ai trouvé était un schéma de vol qui s'étendait sur 7 ans. Thomas n'avait pas seulement volé mon travail. C'était un plagiaire académique en série qui avait bâti toute sa réputation sur la recherche des autres. Au lycée, il avait copié des projets de publications étudiantes obscures. À l'université, il avait soumis des versions modifiées d'articles de recherche internationaux, comptant sur la méconnaissance de ses professeurs des publications étrangères. En médecine, il avait pris des projets de collaboration et s'en était attribué le seul crédit en excluant systématiquement ses partenaires des soumissions finales. Le plus troublant était la façon dont il accédait au travail qu'il volait. Grâce à un examen minutieux des registres de connexion que j'ai obtenu par un ami du service informatique de l'université, j'ai découvert que Thomas piratait des comptes universitaires depuis des années. Il avait accédé à mon système universitaire en utilisant des informations de mots de passe qu'il avait recueillies lors de visites familiales, téléchargeant mes brouillons et notes de recherche des mois avant que je ne les soumette officiellement. Mais la fraude de Thomas allait au-delà du simple plagiat. J'ai trouvé des preuves qu'il avait volé le travail de ses camarades de médecine, s'attribuant le mérite de projets de recherche de groupe et publiant des articles qui incluaient des contributions non créditées d'autres internes. Une découverte particulièrement accablante concernait un cas où Thomas avait volé la recherche préliminaire d'un collègue interne travaillant sur les protocoles de chirurgie cardiaque pédiatrique, puis avait publié le travail sous son propre nom alors que son collègue était en congé maladie. L'ampleur de la malhonnêteté académique de Thomas était stupéfiante, mais ce qui la rendait vraiment dangereuse, c'est la façon dont il avait incorporé des recherches volées dans de véritables protocoles de traitement médical. Sa bourse à la Pitié-Salpêtrière était basée sur des recherches qui comprenaient des données falsifiées et des méthodologies plagiées qui étaient utilisées pour traiter de vrais patients. Pendant la nuit de la veille de Noël, alors que ma famille dormait après le dîner et la célébration de la supposée victoire morale de Thomas, j'ai travaillé méthodiquement dans ma chambre. J'ai organisé 7 ans de preuves en rapport professionnel, en catégorisant chaque cas de fraude avec des documents à l'appui, des horodatages et des documents sources. J'avais des captures d'écran des articles originaux, des soumissions de Thomas, des registres de connexion montrant son accès non autorisé à divers comptes et de la correspondance prouvant qu'il avait exclu ses collaborateurs du crédit. J'ai préparé des dossiers de preuves distincts pour le comité d'éthique académique de la faculté de médecine de l'université de Paris-Cité, l'administration de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'ordre des médecins de Paris et les rédacteurs en chef de 3 revues médicales qui avaient publié les recherches frauduleuses de Thomas.
Chaque dossier était personnalisé en fonction des préoccupations spécifiques de l'institution, soulignant comment la fraude de Thomas affectait leur communauté et leur réputation. Mais ma préparation la plus importante n'avait rien à voir avec la dénonciation des crimes de Thomas. 6 mois plus tôt, lorsque j'ai découvert pour la première fois le schéma de sa fraude, j'ai réalisé que le confronter entraînerait probablement ma famille à choisir son camp plutôt que le mien. J'ai commencé à planifier mon indépendance. J'avais secrètement postulé pour un transfert au programme de biochimie de l'Université de la Sorbonne, en utilisant mes recherches originales et mes réalisations académiques légitimes pour obtenir non seulement l'admission, mais aussi une bourse d'excellence complète. Le processus de candidature exigeait de soumettre mon travail à une vérification indépendante, garantissant que la décision de la Sorbonne était basée sur mes capacités authentiques plutôt que sur une éventuelle contamination par la fraude de Thomas. Pour subvenir à mes besoins financiers, j'avais pris un poste de recherche à temps partiel dans une entreprise pharmaceutique, contribuant au développement légitime de médicaments tout en gagnant assez d'argent pour couvrir mes frais de subsistance. J'avais économisé chaque euro, me préparant au moment où le soutien de ma famille serait retiré. J'avais également trouvé un appartement près du campus de la Sorbonne, signant un bail qui commencerait le 1er janvier. Tout était arrangé pour ma séparation complète du contrôle financier et de la manipulation émotionnelle de ma famille. En travaillant toute la nuit, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. Tristesse pour les relations familiales que j'étais sur le point de perdre, mais libération après des années passées à vivre dans l'ombre frauduleuse de Thomas. J'étais sur le point d'exposer non seulement une malhonnêteté académique, mais aussi un schéma de manipulation et d'abus qui avait façonné toute ma vie. À 3 heures du matin, j'ai fini de préparer tous les rapports institutionnels et j'ai programmé leur envoi automatique à 8 heures du matin, le jour de Noël. Je voulais que ma famille comprenne les conséquences de ses choix avant que les institutions ne commencent à réagir. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice et l'autopréservation. J'ai également composé des emails personnels à ma famille élargie, incluant les preuves de la fraude de Thomas et expliquant pourquoi je me sentais obligé de le signaler. Je voulais qu'ils comprennent que ce n'était pas une rivalité fraternelle jalouse, mais un cas grave de fraude académique qui affectait de vrais patients et des chercheurs légitimes. À l'approche de l'aube, j'ai emballé mes affaires méthodiquement, ne prenant que les objets que j'avais achetés moi-même ou reçus en cadeau de personnes autres que mes parents. J'ai laissé derrière moi tout ce qui représentait le soutien financier de ma famille, voulant rompre nettement avec leur contrôle. La lettre d'acceptation de la Sorbonne était bien en évidence sur mon bureau, à côté des confirmations imprimées de ma bourse, de mon nouvel emploi et de mon bail d'appartement. Je voulais que mes parents voient que leur menace de retirer leur soutien était vaine parce que j'avais déjà organisé mon indépendance. Au lever du soleil, tout était prêt. Dans 3 heures, des emails seraient envoyés automatiquement à des institutions à travers le pays, exposant la fraude de Thomas et lançant des enquêtes qui mettraient probablement fin à sa carrière médicale. Ma famille découvrirait que leur fille prétendument obéissante planifiait sa fuite depuis des mois et n'était plus soumise à leur manipulation. Je me suis douché, habillé de manière professionnelle, et je suis descendu préparer du café. Dans quelques heures, ma famille se réveillerait dans une réalité complètement différente. Une où la réputation dorée de Thomas serait révélée comme une fraude et où je ne serais plus disposé à sacrifier ma vérité pour leur confort. Le système d'envoi automatique de mai s'occuperait des notifications institutionnelles, mais je voulais être présente lorsque ma famille réaliserait ce qui se passait. Je voulais qu'ils voient que leurs menaces et ultimatums ne m'avaient pas brisé, mais m'avaient finalement libéré de me soucier de leur approbation. Assise dans la cuisine, buvant du café et regardant le lever du soleil, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Une paix authentique. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne vivrai plus dans le mensonge ni ne cautionnerai la fraude de Thomas. La vérité était sur le point d'être révélée, et j'étais prête à faire face aux conséquences d'avoir choisi l'intégrité plutôt que la loyauté familiale. Thomas est entré dans la cuisine à 7h30, encore en pyjama et arborant le sourire satisfait de quelqu'un qui croyait avoir réussi à manipuler toute sa famille. Il m'a à peine jeté un regard en attrapant la cafetière, supposant probablement que j'avais passé la nuit à me morfondre dans la défaite et à préparer mes excuses. « Bonjour, sœurette » a-t-il dit avec une gaieté feinte. « J'espère que tu as bien dormi et que tu as réfléchi à ce dont nous avons discuté hier. Maman et papa ont vraiment hâte d'entendre tes excuses ce matin. Peut-être qu'on pourra mettre toute cette histoire désagréable derrière nous et passer un bon Noël après tout. » Je l'ai regardé verser du café dans sa tasse préférée, une pièce commémorative de sa faculté de médecine que nos parents lui avaient offerte pour son diplôme. Il se déplaçait avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences pour ses actes,
quelqu'un qui croyait que son charme et sa manipulation le protégeraient toujours. J'ai bien réfléchi à ce dont nous avons discuté, ai-je répondu calmement, en vérifiant mon téléphone. 7h55, 3 minutes avant que les emails automatiques ne commencent à être envoyés. J'y ai pensé toute la nuit, en fait. Thomas a hoché la tête d'un air approbateur, supposant que ma nuit blanche signifiait que j'avais agonisé sur son ultimatum. Bien. Je sais que c'était difficile pour toi, mais la famille passe avant tout. Nous devons rester soudés, surtout quand des forces extérieures essaient de créer des problèmes entre nous. Des forces extérieures. Il réécrivait déjà l'histoire, transformant sa fraude académique en une menace extérieure à l'unité familiale. Le niveau d'auto-illusion était à couper le souffle. Mais je ne trouvais plus cela surprenant. À 8 heures précises, mon téléphone a vibré avec la première confirmation que mes emails programmés avaient été envoyés. Puis le téléphone de Thomas a vibré. Puis encore, et encore. Son expression est passée d'une confiance décontractée à l'inquiétude alors que de multiples notifications inondaient son appareil. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu son visage se transformer alors qu'il lisait les informations de l'expéditeur, Bureau de l'intégrité académique de la faculté de médecine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? A-t-il marmonné en ouvrant le premier email. Sa tasse de café lui a glissé des mains, se brisant contre le sol de la cuisine alors qu'il lisait. Le logo de l'université était clairement visible en haut de l'email alors que ses mains se mettaient à trembler. « Oh mon Dieu !» a-t-il murmuré en faisant défiler le message. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !» D'autres notifications continuaient d'arriver. Administration de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Ordre des médecins de Paris, Comité de rédaction de la revue de recherche médicale. Chaque institution recevait des dossiers de preuves complets documentant 7 ans de fraude académique de Thomas. Je suis resté assise à la table de la cuisine, sirotant mon café et regardant le monde de mon frère s'effondrer en temps réel. Il a levé les yeux vers moi avec une horreur croissante, comprenant enfin ce que mon calme d'accord avait réellement signifié. « Camille, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé, sa voix montant presque jusqu'au cri. « Qu'est-ce que tu leur as envoyé ?» Avant que je puisse répondre, nos parents se sont précipités dans la cuisine, attirés par le son de la détresse de Thomas et le fracas de sa tasse de café cassée. Maman est immédiatement allée vers Thomas, marchant prudemment autour des éclats de céramique tandis que papa regardait autour de lui avec méfiance. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé maman, enroulant ses bras autour de Thomas alors qu'il fixait son téléphone, choqué. « C'est elle » a dit Thomas en me montrant du doigt d'un doigt tremblant. « Elle l'a vraiment fait. Elle a tout envoyé à la fac, à l'hôpital, à tout le monde. Ils demandent une enquête d'urgence. Ils veulent que je me présente à Paris immédiatement. » Le visage de papa s'est assombri alors qu'il se tournait vers moi. « Camille, de quoi parle-t-il » J'ai fait un geste vers la lettre d'acceptation de la Sorbonne sur le comptoir, ainsi que la documentation de ma bourse et mon bail d'appartement. J'ai envoyé la documentation de la fraude académique de Thomas aux institutions appropriées. Sa faculté, son hôpital, l'ordre des médecins et les revues qui ont publié ses recherches volées. « Tu ne peux pas juste retirer ça » a dit Thomas désespérément, en faisant défiler d'autres emails. « Tu dois les rappeler et leur dire que c'était une erreur, que tu as tout inventé. Ça va détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ce que tu as volé, ai-je corrigé doucement. Ta carrière a été construite sur le travail des autres, Thomas. La seule chose qui est détruite, c'est le mensonge dans lequel tu as vécu. » Maman regardait alternativement l'un et l'autre, luttant pour comprendre ce qui se passait. « Chérie, c'est sûrement juste un malentendu. Thomas ne volerait le travail de personne. Il est brillant. Il a toujours été brillant. Maman, regarde les preuves, ai-je dit, en montrant les copies de la documentation que j'avais laissée sur le comptoir. Horodatage, registre de connexion, comparaison côte à côte du travail original et des soumissions de Thomas. 7 ans de fraude académique systématique. Papa a pris les papiers. Son expérience des affaires le rendant naturellement enclin à la documentation. Alors qu'il examinait les preuves, son expression est progressivement passée de la colère à la confusion, puis à quelque chose approchant l'horreur. « Thomas » a-t-il dit lentement. Ces dates montrent que la recherche de Camille a été achevée des mois avant ta publication. Et ces registres de connexion suggèrent que tu as accédé à son compte universitaire sans autorisation. Tout est fabriqué, a crié Thomas, mais sa voix manquait de conviction. Elle est douée en informatique. Elle aurait pu falsifier tout ça pour me faire mal paraître.
d'autres notifications continuaient d'arriver sur le téléphone de Thomas. À présent, chaque institution accusait réception de mes dossiers de preuves et annonçait des enquêtes préliminaires. L'Ordre des médecins de Paris demandait une réunion immédiate pour discuter d'une éventuelle suspension de son droit d'exercer en attendant leur examen. Camille, appelée des mamans, tu peux sûrement arranger ça. Rappelle-les et explique que c'était un malentendu, que tu étais contrarié et que tu ne réfléchissais pas clairement. J'ai regardé ma mère, cette femme qui avait passé toute ma vie à dénigrer mes réussites et à louer celles, frauduleuses, de Thomas. Même maintenant, face à des preuves accablantes, elle me demandait de perpétuer le mensonge qui avait défini notre dynamique familiale. Je ne peux pas arranger ça, maman, parce que ce n'est pas cassé, ai-je dit. Thomas a volé des recherches à moi, à ses camarades de classe, à des articles publiés. Il commet une fraude académique depuis 7 ans, et une partie de cette recherche frauduleuse a été utilisée dans des protocoles médicaux qui affectent de vrais patients. Le téléphone de Thomas a sonné. L'identification de l'appelant affichée hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il l'a fixé un long moment avant de répondre d'une voix tremblante. Docteur Thomas Leroy à l'appareil. Je ne pouvais pas entendre l'autre côté de la conversation, mais j'ai vu le visage de Thomas pâlir à chaque mot. Il a répondu « Oui, monsieur » et je comprends plusieurs fois avant de raccrocher. « Je suis suspendu », a-t-il dit d'une voix sourde. Avec effet immédiat. Ils veulent que je sois à Paris demain matin pour un examen d'urgence. Ils lancent une enquête complète sur toutes mes recherches et mes protocoles de soins aux patients. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du bruit du téléphone de Thomas qui continuait de vibrer avec de nouveaux messages. Chaque notification représentait une autre institution, une autre enquête, une autre pièce de son empire frauduleux qui s'effondrait. Papa examinait toujours les preuves, son esprit analytique traitant les implications. Thomas, si ne serait-ce que la moitié de cette documentation est exacte, tu pourrais faire face à des accusations criminelles pour fraude. L'Ordre des médecins pourrait révoquer ton droit d'exercer de façon permanente. S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas envoyé, a murmuré Thomas, me regardant avec des yeux désespérés. S'il te plaît, dis-moi que tu peux encore arrêter ça. J'ai rencontré son regard fixement. Envoyer quoi? Son visage s'est décomposé alors qu'il réalisait que tout avait déjà été envoyé. Que toutes les institutions enquêtaient déjà. Que sa carrière, telle qu'il la connaissait, était terminée. Le fils prodige qui avait manipulé notre famille pendant des décennies faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Le téléphone de papa a commencé à sonner. Le téléphone de maman a commencé à sonner. La famille élargie commençait à répondre aux dossiers de preuves que je leur avais envoyés, demandant des explications et exprimant leur choc face à la fraude de Thomas. Notre matin de Noël familial parfait était devenu le jour où le château de cartes de Thomas s'est finalement effondré. La cuisine a sombré dans le chaos alors que nos parents essayaient de gérer plusieurs appels téléphoniques pendant que Thomas était assis à la table, fixant son appareil alors que des notifications plus dommageables continuaient d'arriver. Je suis resté calme, m'étant préparé exactement à ce scénario pendant mes mois de planification. Maman a répondu à son téléphone et je pouvais entendre clairement la voix de tante Sarah de l'autre côté de la pièce, posant des questions sur les dossiers de preuves qu'elle avait reçus. Papa était en attente avec la faculté, essayant de parler à quelqu'un de l'administration qui pourrait expliquer ce qui arrivait à la carrière de son fils. Thomas a levé les yeux de son téléphone avec des yeux fous. « Camille, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Il ne s'agit plus seulement de moi. L'hôpital examine tous les patients qui ont reçu un traitement basé sur mes protocoles de recherche. S'ils trouvent des problèmes, les gens pourraient nous poursuivre en justice. Notre famille pourrait tout perdre. Tu aurais peut-être dû y penser avant de voler des recherches et de les utiliser pour traiter des patients, ai-je répondu calmement. Espèce de petite sorcière vengeresse, a-t-il grondé, abandonnant son habituelle prétention d'être la victime blessée. Tu as tout détruit parce que tu ne supportais pas d'être l'échec de la famille. Tout ça, c'est parce que tu es jalouse que je réussisse et que tu n'aies rien. Avant que je puisse répondre, le téléphone de Thomas a de nouveau sonné. Cette fois, l'identification de l'appelant affichait le docteur. Patricia Fernandez, sa directrice d'internat à la Pitié-Salpêtrière. Les mains de Thomas tremblaient en répondant. Docteur Fernandez, je peux tout expliquer, a-t-il dit désespérément. Thomas, mets ça sur haut-parleur, a exigé papa. Si cela affecte notre famille, nous devons entendre ce qu'ils disent. Thomas a mis à contre-cœur le mode haut-parleur et la voix nette et professionnelle du docteur Fernandez a rempli la cuisine. Docteur Leroy,
je vous appelle pour vous informer que votre internat a été suspendu immédiatement en attendant une enquête complète sur des allégations de fraude académique. Nous avons reçu une documentation complète suggérant un plagiat systématique et un vol de recherche s'étendant sur plusieurs années. Docteur Fernandez, c'est un malentendu, l'interrompit Thomas. Ma sœur a des problèmes émotionnels et elle a créé de fausses preuves pour me faire mal paraître. Rien de tout cela n'est réel. Docteur Leroy, j'ai examiné les preuves préliminaires, y compris les registres de connexion montrant un accès non autorisé à des bases de données universitaires et des comparaisons côte à côte de votre travail avec des sources originales. Ce n'est pas un différend familial. C'est un cas grave de faute académique et professionnelle. Papa s'est penché plus près du téléphone. Ici le père de Thomas, Dr Fernandez. Il doit y avoir une erreur. Thomas est diplômé avec les félicitations du jury d'une grande faculté. Il a toujours été un étudiant exceptionnel. Monsieur, c'est peut-être vrai, mais les preuves suggèrent que la performance exceptionnelle du docteur Leroy a été construite sur du travail volé. Nous avons également découvert que les protocoles de recherche qu'il a développés pour le traitement des patients incluaient des méthodologies plagiées d'autres sources. Cela a des implications potentielles pour la sécurité des patients que nous devons enquêter immédiatement. Maman a eu un hoquet. Sécurité des patients? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si le docteur Leroy a utilisé des recherches frauduleuses pour développer des protocoles de traitement et si ces protocoles ont été appliqués à de vrais patients, nous devons examiner chaque cas pour nous assurer qu'aucun préjudice n'a été causé. L'équipe juridique de l'hôpital se rassemble déjà pour traiter les plaintes potentielles pour faute professionnelle. Thomas a enfoui son visage dans ses mains. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Docteur Leroy, vous devez vous présenter à Paris demain matin à 8 heures pour un examen formel. Apportez une représentation légale si vous le souhaitez. L'Ordre des médecins a également ouvert une enquête parallèle qui pourrait entraîner la révocation permanente de votre droit d'exercer. L'appel s'est terminé, laissant notre cuisine dans un silence stupéfait. Maman pleurait, papa faisait les 100 pas, et Thomas était assis, immobile, comprenant enfin toute l'étendue de ce qui se déroulait. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma cousine Jennifer. Punaise, Camille. Je ne savais pas que Thomas volait du travail. Papy est furieux. Il dit qu'il est fier de toi d'avoir parlé. Un autre texto. Celui-ci de mon oncle Marc. J'ai lu les preuves que tu as envoyées. En tant que chercheur, je voulais que tu saches que tu as fait ce qu'il fallait. L'intégrité académique compte plus que la politique familiale. La famille élargie répondait à mes dossiers de preuves avec choc et, étonnamment, avec soutien. Ils avaient tous été témoins pendant des années du traitement de faveur de Thomas et comprenaient maintenant pourquoi je m'étais senti obligé de révéler la vérité. Papa a terminé son appel avec la faculté et s'est tourné vers nous. Son instinct des affaires l'emportant finalement sur son parti pris parental. Je viens de parler avec le bureau de l'intégrité académique. Ils traitent cela comme le cas le plus grave de fraude systématique qu'ils aient rencontré depuis des décennies. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné quelque chose ici. Tu as détruit toute notre famille à cause de ta jalousie mesquine. J'ai exposé une fraude académique qui affectait les soins aux patients, ai-je corrigé. Si cela détruit notre famille, c'est parce que notre famille était construite sur des mensonges. Notre famille allait bien jusqu'à ce que tu décides de jouer les détectives et de ruiner la vie de tout le monde, a rétorqué Thomas. Tu seras responsable quand maman et papa perdront leur maison à cause des frais de justice. Tu seras responsable quand je ne pourrai trouver de travail nulle part parce que tu as détruit ma réputation. Le téléphone de papa a de nouveau sonné. C'était notre avocat de famille qui appelait parce que quelqu'un de la faculté l'avait contacté au sujet de procédures judiciaires potentielles. Pendant que papa répondait, je pouvais le voir commencer à comprendre que cela n'allait pas disparaître et que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler ou minimiser. Thomas s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Je vais à Paris tout de suite. Je vais arranger ça avant que ça n'empire. Comment vas-tu arranger ces temps de fraude documentée, ai-je demandé. Je leur dirai la vérité. Que tu es mentalement instable depuis des mois. Que tu as fabriqué toutes ces preuves parce que tu ne supportes pas mon succès. Je prouverai que tu mens. J'ai ouvert mon ordinateur portable et lui ai montré l'écran affichant des dossiers de stockage en ligne contenant des centaines de documents, d'horodatage et de documents sources. Thomas, j'ai des copies de sauvegarde de tout, stockées à plusieurs endroits. Les preuves ont déjà été vérifiées par des sources indépendantes.
Tu ne peux pas te sortir de la documentation par des mensonges. Son visage s'est tordu de fureur. Alors je m'assurerai que tu paies pour ça. Si ma carrière est finie, je passerai le reste de ma vie à rendre la tienne misérable aussi. Le masque était enfin tombé. Fini le médecin charmant et brillant, remplacé par quelqu'un prêt à menacer sa propre sœur pour protéger sa réputation frauduleuse. Pour la première fois, je pense que mes parents ont eu un aperçu de qui était vraiment Thomas sous son image soigneusement construite. Papa a raccroché son téléphone et a regardé autour de la cuisine sa famille en train de s'effondrer. L'avocat dit que nous devons nous préparer à de multiples poursuites judiciaires. La faculté veut récupérer l'argent de la bourse. L'hôpital examine les plaintes pour faute professionnelle. L'ordre des médecins pourrait imposer des sanctions financières. Maman s'est affalée sur une chaise, submergée par l'ampleur de ce qui se passait. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment tout s'est-il effondré si vite? J'ai regardé ma mère, cette femme qui avait cautionné le comportement de Thomas pendant des décennies, et j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. Ça s'est effondré parce que ce n'était jamais réel, maman. Le succès de Thomas était bâti sur le vol et les mensonges. Et la fierté de notre famille était bâtie sur la célébration de la fraude. Thomas a attrapé ses clés sur le comptoir. Je vais à Paris en voiture. Je vais arranger ça. Thomas, tu n'es pas en état de conduire, a dit papa. Mais Thomas se dirigeait déjà vers la porte. J'appellerai quand j'aurai nettoyé le désordre que Camille a créé, a-t-il crié en retour. La porte d'entrée a claqué, nous laissant tous les trois dans la cuisine, entourés des preuves de la fraude de Thomas et des débris des illusions de notre famille. Dehors, j'entendais la voiture de Thomas démarrer en trombe dans notre rue, l'emportant vers une confrontation avec la réalité qu'aucun charme ni aucune manipulation ne pourrait résoudre. Thomas était parti depuis 1 heure quand le téléphone fixe a sonné de sa cloche démodée, brisant le silence tendu de notre cuisine. Papa a répondu d'un las « Allô, famille Leroy », sa voix manquant de sa confiance habituelle. « Oh, monsieur Leroy, ici le docteur. » Marguerite Chen du bureau de l'intégrité académique de la faculté de médecine, a dit une voix vive et autoritaire. « Je dois vous parler de la situation de votre fils Thomas. » Papa a mis l'appel sur haut-parleur, ses mains tremblant légèrement. « Oui, docteur Chen, nous sommes conscients qu'une sorte d'enquête a été ouverte. »« Monsieur Leroy, je vous appelle pour vous informer. » Le visage de papa est devenu cendré. 250 000 €. Nous n'avons pas ce genre d'argent disponible immédiatement. L'université comprend que cela crée des difficultés financières, mais Thomas a obtenu son éducation par des moyens frauduleux. Nous avons l'obligation légale de recouvrer ces fonds. Notre service juridique vous contactera dans les 48 heures pour discuter des modalités de remboursement. L'appel s'est terminé, nous laissant dans un silence stupéfait. 250 000 €. La sécurité financière de notre famille, leur plan de retraite, peut-être leur maison, tout était menacé parce que Thomas avait bâti sa carrière sur du travail volé. Avant que nous puissions digérer cette information, le téléphone de maman a sonné. Elle a regardé l'identification de l'appelant et a pâli. C'est Thomas. Elle a répondu avec hésitation. Thomas, comment s'est passée ta réunion? La voix de Thomas est passée par le haut-parleur, tremblante et désespérée. Maman, c'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. La faculté n'enquête plus seulement. Ils ont déjà pris leur décision. Ils me retirent mon diplôme. Nous savons, chérie. Le docteur Chen vient de nous appeler. Vous ne comprenez pas, a continué Thomas, sa voix s'élevant. Ce n'est pas seulement la fac. La pitié salpêtrière m'a complètement renvoyé. Pas suspendu, renvoyé. Ils examinent tous les cas de patients dans lesquels j'ai été impliqué au cours des 2 dernières années. Et la réunion de l'ordre des médecins que je pensais être la semaine prochaine. Ils l'ont avancée à demain matin parce qu'ils me considèrent comme une menace pour la sécurité des patients. Papa s'est penché plus près du téléphone. Que disent-ils exactement, Thomas? Ils disent que j'ai utilisé des recherches frauduleuses pour développer des protocoles de traitement qui ont été appliqués à de vrais patients. Ils ont trouvé 3 cas où des patients ont reçu des médicaments basés sur mes recherches volées. Et l'un de ces patients a eu des complications qui pourraient être liées au calcul de dosage incorrect. Maman a eu un hoquet. Quelqu'un est blessé? Tu as blessé quelqu'un? Je ne sais pas. Les calculs de dosage n'étaient pas faux dans mes articles, mais ils étaient faux dans la recherche originale que j'ai copiée parce que je n'avais pas compris tout le contexte.
Une femme de 70 ans avec des problèmes cardiaques a reçu le double de la dose recommandée d'un anticoagulant parce que j'ai modifié les recommandations de dosage sans comprendre les mathématiques sous-jacentes. La cuisine est tombée dans le silence alors que nous absorbions cette information. Thomas n'avait pas seulement volé du travail académique. Il avait potentiellement mis en danger des patients en utilisant des recherches qu'il ne comprenait pas entièrement pour traiter de vraies personnes. Où est la patiente maintenant? A demandé papa. Elle va bien. Ils ont attrapé l'erreur et l'ont corrigée, mais seulement parce qu'un autre médecin a remis en question mon protocole. Si elle avait continué avec le mauvais dosage pendant quelques jours de plus, elle aurait pu avoir de graves complications hémorragiques. L'équipe juridique de l'hôpital se prépare déjà à d'éventuelles poursuites pour faute professionnelle. La fraude académique de Thomas avait franchi la ligne de la faute professionnelle pour devenir un préjudice potentiel pour les patients. Les institutions ne protégeaient plus seulement l'intégrité académique. Elles protégeaient la sécurité publique. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon contact à la Sorbonne. Camille, nous avons entendu parler de la situation à Paris. L'administration de l'université veut que tu saches que ta bourse et ton poste sont en sécurité. Ton travail parle de lui-même, et nous sommes impressionnés par ton intégrité dans cette situation difficile. Un autre texto de mon superviseur de recherche à l'entreprise pharmaceutique. La nouvelle de l'affaire de ton frère circule. Je voulais que tu saches que ton travail avec nous a été exemplaire et que cette situation ne fait que renforcer notre confiance en ton caractère. La communauté professionnelle réagissait rapidement à l'exposition de Thomas, mais au lieu de nuire à ma réputation par association, sa fraude mettait en fait en lumière mon intégrité et mon indépendance. Le téléphone de papa a de nouveau sonné. C'était notre agent d'assurance qui appelait parce que le service juridique de la Pitié-Salpêtrière avait contacté notre compagnie d'assurance habitation au sujet de plaintes potentielles pour faute professionnelle contre Thomas. Bill, je dois te poser des questions difficiles, a dit l'agent après que papa l'ait mis sur haut-parleur. Ta police d'assurance habitation a une petite composante de responsabilité professionnelle, mais elle n'est pas conçue pour couvrir la fraude systématique ou les plaintes pour faute professionnelle. Si l'hôpital poursuit ton fils en dommages et intérêts, tes biens personnels pourraient être en danger. De quel genre de dommages parle-t-on, a demandé papa. Je n'ai pas de détails pour le moment, mais les règlements pour faute professionnelle médicale peuvent aller de centaines de milliers à des millions d'euros en fonction de l'étendue du préjudice subi par le patient. Et c'est sans compter la demande de remboursement de la bourse de la faculté. Quand cet appel s'est terminé, nous étions assis dans notre cuisine, entourés des preuves de la fraude de Thomas, tandis que les implications financières s'abattaient sur nous comme un tsunami. La maison, leurs économies pour la retraite, peut-être tout ce pourquoi mes parents avaient travaillé toute leur vie, étaient maintenant en danger parce qu'ils avaient refusé de voir la vraie nature de leur enfant chéri. Maman m'a regardé avec des yeux désespérés. Camille, tu peux sûrement aider à arranger ça. Tu es intelligente avec les ordinateurs et la recherche. Ne peux-tu pas contacter ces institutions et expliquer que Thomas a fait des erreurs mais qu'il ne voulait blesser personne? Je l'ai regardée, stupéfaite que même maintenant, même après tout, elle me demande de cautionner la fraude de Thomas. Maman, Thomas n'a pas fait d'erreur. Il a systématiquement volé des recherches pendant 7 ans et les a utilisées pour traiter des patients. Ce n'est pas une erreur. C'est une négligence criminelle. Mais c'est ton frère, a-t-elle plaidé. La famille devrait rester soudée. Thomas a cessé d'être mon frère au moment où il a choisi de voler mon travail et a menacé de détruire ma vie pour le couvrir, ai-je répondu. Et tu as cessé d'être ma protectrice au moment où tu as choisi de protéger sa fraude plutôt que de soutenir ma vérité. Papa faisait défiler son téléphone, calculant probablement des chiffres et essayant de trouver comment survivre à la catastrophe financière qui se déroulait. Camille, quoi que Thomas ait fait, cela va détruire notre famille financièrement. Ta mère et moi pourrions perdre tout ce pour quoi nous avons travaillé. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour mes parents malgré leurs années de favoritisme et de manipulation. Ils étaient aussi des victimes en un sens, victimes des mensonges de Thomas et de leur propre volonté de les croire. Je suis désolé pour l'impact financier, ai-je dit honnêtement. Mais c'est Thomas qui a créé cette situation, pas moi. J'ai juste signalé une fraude académique aux autorités compétentes. Il n'est pas de ma responsabilité de le protéger des conséquences de ses choix. Mon téléphone a sonné. C'était mon grand-père, le père de mon père, l'ingénieur à la retraite qui avait toujours encouragé ma pensée analytique. Camille, ma chérie, j'ai reçu ton email avec toute cette documentation, a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. Je voulais t'appeler pour te dire que tu as fait ce qu'il fallait.
Ce que Thomas a fait, c'est de la fraude, pure et simple, et il fallait que ce soit exposé avant que plus de gens ne soient blessés. Je pouvais voir mes parents écouter, entendant leur propre père soutenir ma décision. Papy a continué. J'ai vu ce genre de choses en ingénierie. Quand quelqu'un prend des raccourcis ou falsifie des données, les gens finissent par être blessés. Tu as probablement sauvé des vies en parlant. Après avoir raccroché, j'ai regardé mes parents. Ces personnes qui avaient façonné mon enfance mais ne m'avaient jamais vraiment vu. Papy comprend ce que Thomas a fait. Oncle Marc comprend. La famille élargie comprend. Vous deux êtes les seuls à essayer encore de prétendre que c'est de ma faute au lieu du choix de Thomas. Le poids de leur situation les frappait enfin. Leur enfant chéri était révélé comme un imposteur. Leur sécurité financière était menacée et leur relation familiale s'effritait. Tout ce sur quoi ils avaient bâti leur identité s'effondrait. Mais au lieu de prendre la responsabilité d'avoir cautionné le comportement de Thomas, ils me considéraient toujours comme le problème à résoudre. Thomas est rentré de Paris à 18h, son sang-froid professionnel complètement brisé. Il a titubé par la porte d'entrée, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule journée, son apparence habituellement parfaite débraillée et ses yeux fous de désespoir et de rage. Ils prennent tout, a-t-il annoncé au salon où nous nous étions réunis pour discuter de la crise financière de notre famille. Mon droit d'exercer, ma carrière, ma réputation, tout est parti parce que ma petite sœur ne supportait pas d'être l'échec de la famille. J'étais assise calmement dans le fauteuil près de la fenêtre, ayant passé l'après-midi à répondre à des appels de soutien de la famille élargie et de collègues qui comprenaient la gravité de la fraude de Thomas. Mes professeurs de la Sorbonne m'avaient contacté pour exprimer leur soutien, et même certains des anciens camarades de médecine de Thomas m'avaient contacté pour me remercier d'avoir exposé son schéma de vol. Thomas, assieds-toi, a dit papa avec lassitude. Nous devons trouver comment gérer les implications financières de cette situation. Les implications financières, a ri amèrement Thomas. On parle de faillite. La faculté veut son argent immédiatement. L'hôpital prépare des poursuites pour faute professionnelle. L'ordre des médecins envisage des poursuites pénales pour mise en danger de la vie d'autrui. Et tout ça parce que Camille ne supportait pas que je réussisse alors qu'elle était médiocre. Il s'est tourné pour me faire face directement, son expression passant du désespoir au calcul froid. Mais tu sais quoi? Si je tombe, je t'emmène avec moi. Je vais m'assurer que tout le monde sache que tu es mentalement instable. Je leur dirai que tu es obsédé par l'idée de me détruire depuis des années. Que tu as fabriqué des preuves parce que tu es psychotique et jalouse. Thomas, ça suffit, a dit maman. Mais sa voix manquait de conviction. Même elle commençait à voir la laide réalité sous son extérieur poli. Non, ça ne suffit pas, a hurlé Thomas. Elle a détruit ma vie, et maintenant je vais détruire la sienne. Il s'est jeté sur mon ordinateur portable, qui était sur la table basse avec ma lettre d'acceptation de la Sorbonne et la documentation de ma bourse visible à l'écran. Je vais tout effacer. Toutes tes recherches, toutes tes preuves, tous tes précieux documents de la Sorbonne. Si je ne peux pas avoir de carrière, toi non plus. J'avais anticipé cette possibilité. Alors que Thomas attrapait mon ordinateur portable, j'ai calmement sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran affichant les confirmations de stockage en ligne. Tout est sauvegardé à plusieurs endroits sécurisés, Thomas. Les preuves ont déjà été envoyées à des institutions à travers le pays. Supprimer mon ordinateur portable ne changera rien. Son visage s'est tordu de rage alors qu'il levait l'ordinateur portable au-dessus de sa tête, se préparant à le fracasser contre le sol. Papa et oncle Marc, qui étaient arrivés une heure plus tôt, ont attrapé les bras de Thomas et l'ont forcé à baisser l'appareil. Thomas, arrête, a ordonné papa. Tu ne fais qu'empirer les choses. Empirer, a hurlé Thomas. Comment cela pourrait-il être pire? Ma carrière est finie. Ma vie est ruinée et elle est assise là à faire comme si elle avait fait quelque chose de noble au lieu de détruire toute notre famille. La porte d'entrée s'est ouverte et d'autres membres de la famille élargie sont entrés. Tante Sarah, la cousine Jennifer et mes grands-parents étaient venus après avoir entendu parler des développements de la journée. Ils avaient l'air choqués par le comportement de Thomas et préoccupés par la crise familiale évidente. Papy, à 82 ans, s'est dirigé directement vers l'endroit où Thomas était maîtrisé et l'a regardé dans les yeux. Thomas, j'ai lu toutes les preuves que ta sœur a compilées. Tu as commis une fraude pendant 7 ans. Tu as volé d'autres étudiants, des chercheurs, ta propre sœur. Tu as mis en danger des patients avec tes mensonges. Et maintenant,
tu menaces de détruire les biens de Camille parce qu'elle a eu le courage de dire la vérité. Papy, tu ne comprends pas, a commencé Thomas, mais Papy a levé la main. Je comprends parfaitement. Je suis un ingénieur à la retraite. Je sais à quoi ressemble la fraude académique et je sais ce qui se passe quand les gens utilisent de fausses informations pour prendre des décisions qui affectent la sécurité des autres. Ce que tu as fait est criminel et Camille a eu raison de le dénoncer. Thomas a regardé autour de lui sa famille élargie, voyant la désapprobation et la déception au lieu de la sympathie qui l'attendait. Même ses oncles et tantes qui avaient loué ses réalisations pendant des années comprenaient maintenant que ces réalisations étaient bâties sur des mensonges. C'est incroyable, a-t-il marmonné. Ma propre famille se retourne contre moi à cause de ces mensonges. Pas des mensonges, Thomas, a dit tante Sarah doucement. De la documentation, des preuves, la preuve d'un vol académique systématique. Nous avons tous lu ce que Camille nous a envoyé, et il est clair que tu voles du travail depuis des années. Le téléphone de Thomas a sonné. Il a regardé l'identification de l'appelant et son visage est devenu pâle. C'est la police, a-t-il dit dans un murmure. Tout le monde dans la pièce est resté silencieux pendant qu'il répondait. La conversation a été brève, Thomas répondant principalement oui, monsieur l'agent et je comprends. Quand il a raccroché, il a regardé notre famille rassemblée avec quelque chose qui approchait la terreur. La police de Paris veut m'interroger demain au sujet d'éventuelles poursuites pénales pour fraude. La faculté a déposé une plainte officielle affirmant que j'ai volé des services éducatifs par des moyens frauduleux. Ils traitent cela comme un crime. La pièce a absorbé cette nouvelle dans un silence stupéfait. Des poursuites pénales signifiaient que Thomas pourrait risquer la prison, pas seulement des conséquences professionnelles. L'ampleur de sa fraude avait dépassé le drame familial pour devenir un territoire juridique sérieux. Thomas, a dit maman doucement. Tu devrais peut-être appeler un avocat. Avec quel argent, a-t-il hurlé. Je viens de perdre mon travail. Tu te souviens? Je ne peux pas me payer un avocat pour une défense pénale alors que nous essayons de rembourser la faculté et de nous défendre contre des poursuites pour faute professionnelle. Oncle Marc, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, a finalement pris la parole. Thomas, je pense qu'il est temps que tu assumes la responsabilité de ce que tu as fait au lieu de blâmer Camille de l'avoir signalé. Responsabilité? La voix de Thomas s'est brisée. J'ai 25 ans. Ma vie est finie avant d'avoir commencé. Tout ça parce que ma sœur ne supportait pas d'être l'enfant qui ne réussit pas. Jennifer, ma cousine, qui terminait son propre doctorat en chimie, s'est levée et a fait face à Thomas directement. Ta vie n'est pas finie parce que Camille a signalé une fraude. Ta vie est finie parce que tu as commis une fraude pendant 7 ans contre des patients qui te faisaient confiance pour leur santé. Merci, Jennifer, ai-je dit doucement. C'est très important d'avoir le soutien de membres de la famille qui comprennent les principes en jeu. Thomas a regardé autour de la pièce une dernière fois, ne voyant que déception et désapprobation là où il avait toujours trouvé admiration et louange. Son image soigneusement construite de fils prodige s'était complètement effondrée, ne laissant derrière elle que la réalité de ses choix et de leurs conséquences. Très bien, a-t-il dit, sa voix creuse. Tout le monde pense que je suis le méchant, mais souvenez-vous de ce moment où notre famille sera détruite. Quand maman et papa perdront leur maison, quand la vie de tout le monde sera ruinée. Souvenez-vous que Camille a choisi de nous détruire tous plutôt que de protéger sa famille. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné pour me faire face une dernière fois. Tu penses avoir gagné quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Tu as juste garanti que personne dans cette famille ne fera plus jamais confiance à personne d'autre. Tu nous as tous détruits pour tes précieux principes. Sur ce, il est parti, s'éloignant dans la soirée de décembre pendant que sa famille était assise dans notre salon, essayant de digérer l'ampleur de ce qui s'était passé. Papy est venu s'asseoir à côté de moi, posant sa main burinée sur mon épaule. Camille, ma chérie, tu as fait ce qu'il fallait. C'était difficile et ça t'a coûté, mais tu as protégé des gens qui auraient pu être blessés par la fraude de Thomas. Cela demande un vrai courage. En regardant ma famille élargie dans la pièce, j'ai vu de la compréhension et du soutien là où je m'attendais au rejet. Ils reconnaissaient que j'avais choisi la vérité plutôt que la loyauté familiale, l'intégrité plutôt que le confort, et la justice plutôt que la complaisance. Mais j'ai aussi vu mes parents, assis ensemble sur le canapé, l'air perdu et submergé par l'effondrement de tout ce qu'ils avaient cru au sujet de leurs enfants et de leur famille. La fraude de Thomas les avait blessés aussi, même s'ils ne pouvaient pas encore le voir. L'enfant chéri qu'ils avaient nourri et protégé pendant 25 ans avait disparu,
révélés comme un imposteur qui les avait manipulés aussi habilement qu'il avait manipulé les institutions académiques. Leur investissement dans son succès leur avait coûté leur sécurité financière et peut-être leur relation familiale. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une véritable pitié pour mes parents, tout en restant convaincu que dénoncer la fraude de Thomas était le bon choix. 6 mois plus tard, je me tenais dans le laboratoire de biochimie avancée de l'université de la Sorbonne, pipettant des solutions pour mes recherches sur de nouvelles voies de traitement du cancer. Par la fenêtre, je pouvais voir les toits de Paris, une vue qui me rappelait quotidiennement le chemin parcouru depuis ce matin de Noël dévastateur. Mes recherches progressaient mieux que quiconque ne l'avait prévu. Le travail sur la synthèse des protéines que Thomas avait volées était maintenant développé en application thérapeutique légitime sous mon nom et ma supervision. 3 entreprises pharmaceutiques avaient approché la Sorbonne pour obtenir une licence sur mes découvertes, et j'étais en voie d'être admise en accéléré dans le double cursus médecine-sciences de l'université avec un financement complet. L'ironie ne m'échappait pas. Thomas avait volé mon travail pour construire une carrière frauduleuse qui s'est finalement effondrée. Tandis que mes recherches authentiques m'ouvraient maintenant des portes que je n'avais jamais imaginées possibles. La vérité a une façon de remonter à la surface, même lorsqu'elle est temporairement enfouie sous les mensonges et la manipulation. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jennifer. Je viens de voir l'article sur tes recherches sur le cancer. Maman l'a envoyé à toute la famille. Elle se vante enfin de toi au lieu de Thomas. Quelle évolution! La dynamique familiale avait radicalement changé au cours des derniers mois. Au début, mes parents m'avaient blâmé pour la chute de Thomas et leur crise financière. Mais à mesure que les procédures judiciaires se déroulaient et que l'étendue de la fraude de Thomas devenait indéniable, ils ont commencé à comprendre ce que j'avais essayé de leur dire. Le procès pénal de Thomas a été un électrochoc pour tout le monde. Les preuves présentées au tribunal montraient non seulement un plagiat académique, mais aussi un schéma calculé de tromperie qui avait mis en danger des patients et escroqué des institutions. Le procureur a décrit Thomas comme un individu manipulateur qui avait exploité la confiance à tous les niveaux, des relations familiales aux responsabilités professionnelles. Il a finalement plaidé coupable à des accusations de fraude et a été condamné à 2 ans de probation, des travaux d'intérêt général et des paiements de dédommagement. Son droit d'exercer la médecine a été révoqué de façon permanente et il lui a été interdit de travailler dans tout domaine lié à la santé. La faculté avait accepté un plan de remboursement réduit qui prendrait 15 ans à mes parents, mais au moins ils ont pu garder leur maison. Thomas travaillait maintenant comme expert en sinistre d'assurance à Strasbourg, vivant dans un petit appartement et suivant des séances de thérapie ordonnées par le tribunal. Selon les rapports familiaux, il commençait lentement à reconnaître le mal que sa fraude avait causé. Bien que le processus de prise de responsabilité soit difficile et continu. La transformation qui m'a le plus surprise a été celle de mes parents. Après des mois de thérapie familiale et de conversations difficiles, ils avaient commencé à reconnaître leur rôle dans la complaisance envers le comportement de Thomas. Maman s'était même excusée auprès de moi par écrit, reconnaissant des années de favoritisme et exprimant son regret d'avoir dénigré mes réussites tout en célébrant celles, frauduleuses, de Thomas. Papa avait été encore plus direct dans sa prise de responsabilité. Lors d'un de nos dîners de famille mensuels, qui avait repris en mars, il m'a regardé dans les yeux et a dit, « Camille, je t'ai manqué en tant que père. » J'étais si impressionné par le succès apparent de Thomas que j'ai ignoré ses défauts de caractère et tes véritables accomplissements. Je suis désolé qu'il ait fallu un procès pénal pour que je voie la vérité. Ces mots signifiaient plus pour moi que toutes les louanges que Thomas avait jamais reçues. Mes parents me voyaient enfin comme une personne à part entière plutôt que comme la sœur moins brillante de Thomas. La famille élargie m'avait soutenu tout au long de la crise. Papy assistait à chaque présentation majeure que je donnais à la Sorbonne, rayonnant de fierté alors que je discutais des résultats de mes recherches. Oncle Marc m'avait aidé à naviguer les implications professionnelles d'être associé à la fraude de Thomas, me présentant à des collègues qui pouvaient fournir des évaluations objectives de mon travail. Plus important encore, j'avais appris que défendre la vérité, même lorsque cela coûte des relations, conduit finalement à des liens plus sains et plus authentiques. Les membres de la famille qui avaient soutenu ma décision de dénoncer la fraude de Thomas étaient des personnes en qui je pouvais avoir confiance avec mes vraies pensées et mes vrais sentiments. Les relations construites sur l'honnêteté étaient plus fortes que celles basées sur la protection des mensonges. Mon téléphone a sonné, interrompant mon travail de laboratoire. C'était le docteur Patricia Fernandez de la Pitié-Salpêtrière, le médecin qui avait renvoyé Thomas 6 mois plus tôt. « Camille, j'espère que je ne vous dérange pas. J'ai obtenu votre numéro auprès du bureau de recherche de la Sorbonne.
Je voulais vous remercier personnellement pour votre courage en exposant la fraude de votre frère. Je me suis éloigné de mes expériences pour prendre l'appel. Docteur Fernandez, vous n'avez pas à me remercier. J'ai juste signalé une malhonnêteté académique. Vous avez fait bien plus que cela. Vos preuves nous ont aidés à identifier 3 autres internes qui collaboraient avec Thomas sur des recherches frauduleuses. Nous avons remanié tout notre système d'intégrité académique grâce à ce que vous avez révélé. Vous avez probablement évité de futurs préjudices aux patients en parlant quand vous l'avez fait. Elle a continué, je voulais aussi que vous sachiez que votre réputation dans la communauté de la recherche médicale est excellente. Lorsque vous postulerez en médecine, je serai heureuse de vous fournir une lettre de recommandation. Le domaine a besoin de plus de personnes avec votre intégrité. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la façon dont la crise avait en fait amélioré plutôt que nui à mes perspectives professionnelles. En choisissant la vérité plutôt que la loyauté familiale, j'avais démontré le genre de caractère que les institutions académiques et médicales appréciaient. La fraude de Thomas avait été un test de mes principes, et réussir ce test m'avait ouvert des portes dans toute la communauté scientifique. Ma directrice de recherche, le docteur Amanda Rodriguez, s'est approchée de mon poste de travail avec un sourire. Camille, je viens de recevoir la confirmation que ton article sur les voies de synthèse des protéines a été accepté pour publication dans le journal de biologie moléculaire. C'est une réussite significative pour une chercheuse de premier cycle. La même revue qui avait publié le travail frauduleux de Thomas publiait maintenant mes recherches légitimes. L'ironie était poétique, mais plus important encore, cela représentait la validation que mon travail tenait par ses propres mérites. Il y a autre chose, a poursuivi le docteur Rodriguez. Le CNRS veut vous interviewer pour un profil qu'ils écrivent sur l'intégrité académique et l'éthique de la recherche. Votre cas est devenu un exemple pédagogique dans les programmes de 3e cycle à travers le pays. Je n'avais jamais eu l'intention de devenir un symbole d'intégrité académique, mais j'étais fier que mon expérience puisse aider d'autres étudiants à trouver le courage de signaler la fraude lorsqu'ils la rencontrent. Si la chute de Thomas pouvait empêcher de futures malhonnêtetés académiques, alors quelque chose de positif était sorti de la crise de notre famille. Mon téléphone a vibré avec un autre texto, cette fois de Thomas lui-même. Nous avions échangé des messages occasionnels depuis que sa thérapie l'avait aidé à commencer à prendre la responsabilité de ses actes. Salut. J'ai vu la nouvelle de ton interview au CNRS. Fier de toi que tu construises une vraie carrière basée sur un vrai travail. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais merci de ne pas avoir abandonné l'idée que je pourrais éventuellement devenir une meilleure personne. La thérapie m'aide à comprendre à quel point je t'ai blessé, toi et tout le monde. Ces messages étaient encore maladroits et souvent égocentriques, mais ils représentaient un réel progrès par rapport à la personne qui avait menacé de détruire ma vie 6 mois plus tôt. J'avais appris que le pardon n'exigeait pas la réconciliation, mais qu'il exigeait de libérer une colère qui pouvait empoisonner mon propre avenir. J'ai répondu par texto, j'espère que tu continues à grandir et à trouver des moyens de contribuer positivement. Prends soin de toi. En retournant à mes recherches, j'ai pensé à la leçon de vie qui avait émergé de la crise de notre famille. Cautionner un comportement toxique finit par blesser tout le monde, y compris la personne dont les mauvais choix sont protégés. En refusant de cautionner la fraude de Thomas, je lui avais donné l'occasion de faire face à la réalité et de devenir potentiellement une meilleure personne. En insistant sur la vérité, j'avais donné à mes parents la chance de développer des relations plus authentiques avec leurs 2 enfants. Le processus avait été douloureux, mais il avait conduit à une croissance pour toutes les personnes impliquées. Thomas apprenait la responsabilité. Mes parents apprenaient à voir leurs enfants comme des individus, et j'apprenais que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour rechercher la vérité et la justice. Le docteur Rodriguez m'a remis la lettre d'acceptation officielle pour ma publication de recherche. En lisant mon nom, inscrit comme auteur principal sur une recherche révolutionnaire sur le traitement du cancer, j'ai réalisé que ce moment représentait tout ce que les réalisations frauduleuses de Thomas ne pourraient jamais être, un accomplissement authentique basé sur un vrai travail, un vrai talent et une vraie intégrité. Mon téléphone a sonné une dernière fois. C'était maman qui appelait du supermarché. Camille, ma chérie, je suis au magasin et j'ai vu un article de magazine sur les jeunes femmes dans la science. Ta recherche était mentionnée comme l'un des développements les plus prometteurs dans le traitement du cancer. J'ai acheté 10 exemplaires pour les envoyer à tous ceux que nous connaissons. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma mère se vantait de mes vraies réussites au lieu des fausses de Thomas. La dynamique familiale avait fondamentalement changé, créant un espace pour que je sois vu et apprécié pour qui j'étais réellement.
Merci, maman. Ça me touche beaucoup. Chérie, je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux le redire. Tu as eu raison de dénoncer la fraude de Thomas, même si c'était difficile pour nous tous. Tu as protégé des patients et défendu des principes qui comptent plus que le confort familial. Je suis fier de toi d'avoir eu le courage qui me manquait. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon laboratoire, entouré d'équipements et de recherches qui représentaient mon avenir authentique. Par la fenêtre, le coucher de soleil peignait le ciel de Paris dans des tons d'or et de pourpre, beau et réel. J'avais appris que parfois, protéger la vérité exige de sacrifier des relations, mais paradoxalement, insister sur la vérité conduit souvent à des liens plus profonds et plus honnêtes. Ma famille était plus petite maintenant, mais plus authentique. Mes perspectives de carrière étaient construites sur des bases solides plutôt que sur des fondations volées. Mon respect de moi-même était intact parce que j'avais choisi l'intégrité plutôt que l'approbation. Le fils prodige qui avait dominé notre famille pendant des décennies avait disparu. Mais à sa place, chacun avait l'occasion de devenir une version plus authentique de lui-même. Thomas pouvait apprendre la responsabilité. Nos parents pouvaient développer des relations équilibrées avec leurs 2 enfants, et je pouvais poursuivre mes rêves sans vivre dans l'ombre de qui que ce soit. Debout dans ce laboratoire, tenant ma première publication de recherche majeure, j'ai compris que la victoire la plus importante n'était pas la chute de Thomas, mais ma propre ascension. En refusant de cautionner la fraude, j'avais créé un espace pour que la vérité s'épanouisse. En choisissant la justice plutôt que le confort, j'avais bâti une fondation pour un succès authentique. Le matin de Noël qui avait semblé être une fin avait en fait été un commencement. Le moment où j'ai dit d'accord à l'ultimatum de mes parents et choisi ma propre voie avait déclenché des événements qui ont transformé non seulement ma vie, mais la compréhension de toute ma famille de la vérité, de la responsabilité et de la réussite authentique. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de refuser de cautionner le comportement destructeur de quelqu'un, même lorsque ce refus coûte des relations. Parfois, protéger la vérité compte plus que de protéger les sentiments. Parfois, défendre ce qui est juste, même lorsque vous êtes seul, est le seul chemin vers la vraie liberté. Je suis retourné à mes recherches sur le cancer, sachant que chaque découverte que je ferais serait construite sur un travail légitime, un effort honnête et un accomplissement authentique. Thomas m'avait appris par inadvertance qu'un succès bâti sur des mensonges est finalement creux. Un véritable accomplissement, gagné par l'intégrité et la persévérance, valait plus que toute reconnaissance frauduleuse. Mon téléphone a vibré une dernière fois avec un message du bureau des admissions du double cursus médecine-sciences de la Sorbonne. Félicitations. Votre candidature a été acceptée avec une bourse complète pour le programme. Votre excellence en recherche et votre intégrité démontrée font de vous exactement le genre de médecin-chercheur dont notre profession a besoin. J'ai souri, regardant mon laboratoire une dernière fois avant de rentrer chez moi. Demain, je continuerai à construire une carrière basée sur la vérité, entouré de personnes qui valorisaient l'authenticité plutôt que l'apparence. L'avenir s'étendait devant moi, brillant de possibilités qui étaient entièrement les miennes. Le fils prodige avait disparu, mais la fille authentique avait enfin trouvé sa place dans le monde.